Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième webinaire francophone de la section infirmière de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Je suis Ludivine Rohrer, je suis infirmière en pratique avancée spécialisée en épilepsie au Centre hospitalier universitaire de Nancy, mais également vice-présidente de la section infirmière de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Avant d'aborder notre thème du jour, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je souhaitais d'abord vous faire un rappel rapide de ce qu'est la section infirmière et quels sont ses objectifs. Donc cette section infirmière, elle existe depuis quelques années au sein de la Ligue internationale contre l'épilepsie et il s'agit en fait d'un réseau mondial d'infirmières qui soignent les personnes souffrant d'une épilepsie, peu importe leur lieu d'exercice. Les objectifs de cette section, elles sont en fait de faciliter le développement professionnel et le réseautage entre les professionnels des soins infirmiers, d'élaborer des programmes de formation en soins infirmiers standardisés, de promouvoir la participation des infirmières aux instances de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Donc à ce jour, nous sommes plus de 900 membres issus de toutes les régions du monde et vous trouverez ici un QR code pour pouvoir vous inscrire également en tant que membre si vous ne l'êtes pas encore. L'une de nos activités, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est de vous proposer des webinaires accessibles dans différentes langues qui permettent de mettre en avant nos compétences spécifiques infirmières et de partager nos pratiques dans le cadre des soins aux personnes épileptiques. Pour ce deuxième webinaire francophone, on a donc choisi d'aborder un thème pour lequel les patients souffrant d'une épilepsie, mais aussi leurs familles, ont souvent beaucoup d'interrogations quand cette solution est abordée et parfois même avant qu'on l'aborde. Et donc, c'est celui de la chirurgie de l'épilepsie. En effet, nous, infirmières qui passons beaucoup de temps près des patients, dans le cadre de ce processus, on va être vraiment des partenaires de soins privilégiés qui vont être là pour accompagner les patients et leurs familles. Donc, les objectifs de ce webinaire, ça va vraiment être d'identifier le rôle de l'infirmière dans l'accompagnement du patient et de sa famille à la décision d'un traitement chirurgical, de comprendre qu'il existe des spécificités de cet accompagnement en fonction du patient, suivant l'étiologie d'épilepsie, les résultats attendus, l'âge, les capacités cognitives du patient et l'impact du soutien familial, et puis de décrire les approches qui vont viser à faciliter ce processus. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui deux intervenants dans des domaines différents que sont les soins infirmiers en pédiatrie et les soins infirmiers aux adultes. Elles vont nous faire part de leur expérience sur le sujet et d'ores et déjà, je les remercie vivement pour leur travail de qualité et leur investissement. Donc, nous aurons d'abord Amy Lavoie. Donc, Amy est infirmière clinicienne en pédiatrie. Elle est infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques en neurologie au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie au Québec. Et dans le cadre de son rôle, elle se consacre à la gestion des enfants et des adolescents vivant avec une épilepsie, avec une expertise particulière pour l'épilepsie pharmacorésistante. Avec son équipe, elle met actuellement sur pied un processus d'évaluation pré-chirurgicale de l'épilepsie qui se veut accessible et multidisciplinaire pour les enfants et leurs familles. Elle s'applique activement dans l'éducation des professionnels et de la communauté au sujet de l'épilepsie afin de déconstruire la stigmatisation entourant cette pathologie. Elle croit fermement que l'éducation thérapeutique, la collaboration interprofessionnelle et l'approche centrée sur la patient peuvent apporter des solutions tangibles à ceux qui vivent avec une épilepsie. Et donc, le sujet de son intervention, ce sera de nous présenter comment elle peut accompagner les enfants et leurs familles dans le processus d'évaluation pré-chirurgicale de l'épilepsie. Nous aurons ensuite Mélissa Denis. Mélissa a obtenu en 2022 son master d'infirmière en pratique avancée en pathologie chronique stabilisée. Elle a d'abord travaillé en alternance comme infirmière de poule en psychiatrie dans différents services du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Et depuis l'obtention de son diplôme d'infirmière en pratique avancée, elle exerce comme infirmière sur un poste transversal entre infirmière diplômée d'État et infirmière en pratique avancée, le temps d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice de la pratique avancée. Et donc, elle travaille dans le centre expert d'épilepsie rare et de neurochirurgie de l'hôpital de la Timone à Marseille, en France.
Et donc aujourd'hui, elle nous présentera l'accompagnement infirmier en pratique avancée périopératoire des personnes adultes atteintes d'épilepsie focale pharmacorésistante. Concernant l'organisation du webinaire, il va se dérouler en deux temps. Un premier temps de présentation des deux intervenantes, puis un deuxième temps de questions-réponses. Vous pourrez alors poser vos questions par écrit dans le chat aux intervenants qui vous répondront. Pour information, ce webinaire est enregistré. Il sera visible en replay sur le site sur le site YouTube de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Voilà, je laisse maintenant la parole aux intervenantes pour la première partie. Bonjour, mon nom est Émilie Lavoie, je suis infirmière praticienne en soins pédiatriques. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de l'accompagnement des enfants et de leurs familles dans le processus d'évaluation préchirurgicale en épilepsie et de l'apport essentiel de l'infirmière. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Au niveau des objectifs, ça va être de reconnaître les défis spécifiques de l'accompagnement des enfants et de leurs proches dans le processus d'évaluation préchirurgicale en épilepsie et de connaître des interventions infirmières facilitantes à appliquer tout au long du processus. On va discuter de généralité autour de l'épilepsie pharmacorésistante en pédiatrie et des options chirurgicales, de l'importance du rôle de l'infirmière dans le processus d'évaluation préchirurgicale en épilepsie, les défis rencontrés ainsi que les interventions infirmières suggérées, puis les messages clés. J'ai choisi de me concentrer sur la période d'évaluation préchirurgicale car c'est une période qui est reconnue comme difficile et incertaine pour les familles dans la littérature, mais c'est aussi ça que je vois dans ma pratique au quotidien. Les chirurgies de l'épilepsie en pédiatrie ont augmenté dans les dernières décennies, mais elles restent quand même sous-utilisées pour plusieurs raisons. On va pouvoir en discuter aujourd'hui et voir comment l'infirmière pourra aider les familles à passer à travers ce périple-là. Donc, c'est pas un secret pour personne. L'épilepsie, c'est un des désordres neurologiques les plus communs dans l'enfance et jusqu'à 40% des enfants atteints d'épilepsie vont avoir une épilepsie pharmacorésistante. Les conséquences d'une épilepsie pharmacorésistante vont toucher plusieurs sphères de la vie de l'enfant, mais aussi de sa famille. Donc, incapacité fonctionnelle, des taux de morbidité et de mortalité élevés, une diminution de la qualité de vie des enfants et de leur famille. Ça va aussi diminuer le taux d'employabilité des parents, puis pourrait avoir également un impact là, sur les niveaux socio-économiques des familles. Un usage chronique d'anticonvulsivants peut avoir des effets cognitifs irréversibles, pardon. Ça va interférer aussi avec le développement cérébral. Les crises peuvent être associées à un arrêt ou une régression du développement, surtout chez les enfants de moins de 2 ans. La stigmatisation sociale et de l'isolement. C'est important de savoir également que les enfants ne sont pas des mini-adultes, ils ont des enjeux qui leur sont propres et des défis qui sont différents également de la clientèle. Donc, ça va être important d'adapter notre approche. Les indications là, d'effectuer une évaluation préchirurgicale, je vous les nomme parce que vous pourriez parfois lever un peu le drapeau avec les équipes dans lesquelles vous travaillez pour dire ben, peut-être qu'on pourrait penser à faire une évaluation pour une chirurgie d'épilepsie ou même parfois en discuter avec les familles. Donc, on a l'épilepsie pharmacorésistante, échec à 2 anticonvulsivants bien choisis pour le type d'épilepsie à dose thérapeutique. L'épilepsie avec une étiologie structurelle. Donc, malgré que initialement l'enfant pourrait bien répondre au traitement d'anticonvulsivants, les chances qu'il développe une épilepsie réfractaire au long cours sont plus élevées. Puis, les chances qu'on puisse arrêter sa médication éventuellement sont très faibles. Donc, il pourrait avoir à prendre sa médication toute sa vie puis avoir ou pas des effets secondaires. Également, on va en parler un petit peu plus tard, mais plus vite on fait ces interventions-là, meilleur le pronostic est au niveau des convulsions, mais également au niveau de la récupération cognitive. Les convulsions invalidantes, donc parfois c'est des patients pour lesquels on ne pourra pas proposer des chirurgies qui vont éviter, qui vont arrêter les crises, mais qui vont pouvoir avoir un impact sur les chutes, les blessures, les convulsions qui sont difficiles à gérer au quotidien. Donc pour ces patients-là, c'est important d'y réfléchir. On a des propositions qu'on peut faire pour les aider à augmenter leur qualité de vie.
Les options chirurgicales, on a les chirurgies resectives, donc on va aller retirer la zone épileptogène, donc d'où la convulsion va commencer. L'objectif, c'est d'arrêter les crises. On a les chirurgies ablatives qui sont faites avec l'ablation laser de la zone épileptogène, donc de l'endroit d'où la convulsion part. C'est minimalement invasif et l'objectif est aussi d'arrêter les crises. On a les chirurgies de déconnexion où là, on va venir sectionner les voies nerveuses spécifiques par lesquelles les crises vont se propager. L'objectif à ce moment-là, c'est surtout de réduire le nombre et la fréquence des crises invalidantes. Surtout, on va surtout cibler les crises qui vont provoquer des chutes, des blessures. On va souvent cibler des convulsions qui peuvent être à début focal et avec une évolution tonico-clonique bilatérale ou certaines convulsions généralisées incapacitantes. La neuromodulation, qui est considérée comme une procédure palliative, on n'a pas de risque, on n'a pas les risques à ce moment-là associés avec les déficits neurologiques de la chirurgie. On n'a pas les effets systémiques des anticonvulsivants, mais il existe d'autres risques là, en fonction de la procédure qui va être choisie. Par exemple, si on prend le DBS, Deep Brain Stimulation, il y a des risques d'infection et de saignement associés à la chirurgie elle-même pour aller installer les électrodes. Puis, avec le stimulateur vague, on peut aggraver l'apnée du sommeil. On peut aussi causer de la dysphagie ou de la dysphonie. Souvent, la neuromodulation, on va la proposer quand on ne peut pas proposer une chirurgie. Si la lésion est dans une zone trop éloquente et que les risques de la chirurgie sont plus élevés que les bénéfices. Parfois aussi par préférence là, pour les enfants et leurs familles. La plasticité cérébrale, pardon, je ne peux pas vous parler de chirurgie de l'épilepsie en pédiatrie sans en parler. C'est la capacité de réorganisation significative des fonctions neurologiques après une agression ou une intervention chirurgicale. La plasticité fonctionnelle, elle est importante pour la récupération des compétences linguistiques chez les nourrissons et les très jeunes enfants. C'est ce qui va expliquer que les enfants vont mieux tolérer et mieux récupérer là, de chirurgies qui sont plus majeures, par exemple comme l'hémisphérectomie, par rapport à la population adulte. Également, une chirurgie en enfance est associée à un meilleur pronostic au niveau des convulsions. Il faut faire attention, par exemple, la plasticité cérébrale a aussi un désavantage. Ça fait en sorte que l'épilepsie précoce peut provoquer un développement anormal ou retardé. Donc, on utilise l'adage qui est souvent utilisé en AVC, là, time is brain. C'est vrai aussi pour les chirurgies de l'épilepsie en pédiatrie. Donc, on essaie de le faire le plus tôt possible. L'importance du rôle de l'infirmière dans le processus. Je vous ai dénoté les grands thèmes qui ressortaient dans les études. Donc, la prise en charge holistique, c'est d'avoir une vision globale des situations cliniques, sociales et émotionnelles. Ça va soulager la détresse, ça va réduire les facteurs de stress pour les familles. L'accessibilité, qui est le facteur prédictif le plus important de la satisfaction des parents envers le service de neurologie, envers l'équipe là, qui s'occupe de l'évaluation préchirurgicale d'épilepsie, c'est dénoté dans les études. L'infirmière, c'est une bonne personne pour rendre l'équipe accessible parce qu'elle peut faire les liens, elle peut répondre aux questions, elle peut dispenser de l'information en même temps. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour les familles. La continuité de soins, donc l'infirmière va agir un peu comme un intervenant pivot, assurer la liaison entre les différents prestataires de soins et les milieux de vie. Donc, entre les différents professionnels, il peut y avoir orthophonie, neuropsychologue, les généticiens, mais aussi les écoles, les milieux communautaires pour avoir des filets de sécurité. Donc, ça permet de coordonner tout le monde. Favoriser l'empowerment, donc fournir des outils qui vont être nécessaires à la gestion efficace de l'épilepsie, renforcer l'autonomie et l'autogestion aussi de la condition à la maison. Plus on va les rendre informés et en contrôle de leurs conditions, plus ils vont être capables puis ils vont avoir les outils pour aller de l'avant dans les procédures. Et plus ils vont se sentir impliqués dans le processus. La relation de confiance, donc l'infirmière, c'est souvent reconnu comme un vecteur là, dans la relation de confiance dans les études entre la famille et les équipes traitantes. Donc, jouer le rôle puis faire office de figure de confiance pour les familles, être avec eux, être transparent avec eux, être à l'écoute, être disponible.
Les éducations au sujet de l'épilepsie et des traitements. Donc, on peut suggérer des améliorations pour le service pour lequel on travaille, au niveau politique, des nouvelles directives, élaborer des nouvelles normes, participer au développement des connaissances autant locales sur l'unité que régionales, même nationales, diffuser les pratiques fondées sur les données probantes, participer à la recherche, puis on peut également fournir de l'éducation à la population, puis ça va nous permettre de briser la stigmatisation autour de l'épilepsie, puis même parfois briser l'isolement de nos familles. Si on passe aux défis rencontrés dans le processus, maintenant, les défis rencontrés par les parents, le parcours d'évaluation préchirurgicale en épilepsie, c'est un parcours qui est émotionnellement chargé. Le rôle des parents est associé à un niveau de stress qui est élevé. On peut avoir des conflits familiaux dans le processus. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ces étapes-là, beaucoup d'investigations, beaucoup d'attentes de résultats. Il note qu'il y avait souvent un manque de soutien également. La gestion des informations reçues, donc les avalanches d'informations, quand on leur donne beaucoup d'informations d'un coup, ça va favoriser l'inertie et l'indécision, fait que ça va les rendre moins disponibles et impliqués dans le processus. Un faible niveau de connaissance en lien avec l'épilepsie va favoriser un manque d'implication dans le processus d'évaluation. Puis une incohérence entre les informations reçues va avoir un impact beaucoup sur la relation de confiance avec la famille. Les perceptions erronées en lien avec la chirurgie, c'est l'obstacle le plus fréquent dénoté dans les études. Les chirurgies sont souvent perçues comme un traitement de dernier recours, alors que ce n'est pas le cas, on vient d'en parler. Il y a souvent une surestimation du risque chirurgical et une sous-estimation des conséquences d'une épilepsie réfractaire au long cours. Les inquiétudes versus les complications potentielles comme les pertes fonctionnelles, les changements de personnalité, l'absence d'amélioration des crises. Il y a également une culpabilité par rapport au risque de complications. Qu'est-ce qui va se passer si mon enfant a une complication? Parce que moi, j'ai pris la décision d'effectuer une chirurgie ou des évaluations pour les chirurgies de l'épilepsie. Est-ce qu'il va m'en vouloir? Quel impact ça va avoir sur son quotidien quand il va être plus grand? Donc, ce sont tous des questionnements auxquels font face les familles. Les interventions infirmières suggérées, ce sont celles qui vont viser à améliorer l'éducation des parents en matière de chirurgie pédiatrique. Puis c'est ça qui s'est avéré efficace dans la littérature également. Donc, fournir de l'information sur l'épilepsie, les avantages et les risques de la chirurgie. Y aller avec des informations factuelles, tenter de limiter les informations à ce qui est important et essentiel pour éviter justement les avalanches d'informations. Produire et offrir des interventions d'éducation au sujet de l'épilepsie et des options de traitement. Intervention éducative multimodale. Fait qu'on n'utilise pas seulement le verbal, on essaie d'y aller avec l'écrit, des vidéos, on peut faire des dessins. On essaie d'utiliser toutes les façons d'apprendre possibles. Donc, document écrit, forum d'échange supervisé également pour éviter que ça puisse partir parfois dans tous les sens, puis des formations théoriques. Les défis rencontrés, si on pense aux enfants maintenant, il y a l'âge de l'enfant. Donc, les enfants, les parents qui ont des enfants de moins de 13 ans sont significativement plus réceptifs à la chirurgie. Ceux qui ont plus de 13 ans, ils ont tendance à se tourner vers des options plus conservatrices et à se tourner plus vers la capacité de l'enfant à émettre ses préférences. Donc, ça va être important à ce moment-là de réfléchir à ça dans notre accompagnement. L'état de santé de l'enfant, s'il y a une limitation au niveau de l'intelligence, les délais ont tendance à être plus longs au niveau de la chirurgie de l'épilepsie. Puis selon la gravité clinique de l'épilepsie aussi, il va avoir un impact. Si les crises sont très présentes, puis ça a beaucoup d'impact au quotidien, souvent, les gens vont être plus impliqués, puis vont pousser plus pour le processus d'évaluation en chirurgie, versus si c'est bien contrôlé par la médication, on voit un petit peu moins l'urgence à ce moment-là. L'opinion de l'enfant. Donc, si l'enfant refuse, ça va augmenter la résistance des parents par rapport à la chirurgie. Puis les peurs de l'enfant peuvent aussi avoir un impact. Fait que ça va être important à considérer. Les interventions infirmières qui vont être suggérées, il faut garder en tête que l'opinion des enfants vont influencer celle de leurs parents. Puis les adolescents qui vont discuter de leurs craintes avec leur médecin vont être plus susceptibles d'accepter un traitement chirurgical en épilepsie. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être idéal d'impliquer l'enfant dans toutes les discussions et les étapes du processus d'évaluation préchirurgicale sans égard à son niveau développemental ou intellectuel. On va juste chercher à utiliser des mots qu'il comprend ou utiliser des stratégies qui vont l'aider à comprendre un peu mieux vers où on s'en va.
On peut utiliser du matériel pour rendre l'explication plus tangible. Par exemple, moi, j'ai un cerveau que je peux ouvrir puis montrer à quel endroit la lésion elle est, montrer c'est quoi les structures importantes, puis expliquer l'impact que ça peut avoir selon l'endroit où la lésion est. C'est quelque chose qui aide beaucoup à ce moment-là. Identifier et adresser les besoins psychosociaux de l'enfant. Fait que regarder au niveau de la stigmatisation également, parler des craintes face aux impacts de la chirurgie, parler des craintes face à la chirurgie, puis ensuite trouver des stratégies. Est-ce qu'on va aller visiter le bloc opératoire avant? Est-ce qu'on va venir visiter l'étage ou est-ce qu'on va être admis une semaine avant pour voir comment ça se passe? C'est toutes des choses qui doivent être réfléchies puis adaptées aux besoins. Les interventions qui vont toucher les parents et les enfants en fonction des enjeux qu'on vient tout juste de nommer. Je vous ai mis en rouge établir une relation basée sur la confiance avec l'enfant et sa famille. C'est une perle clinique. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça si vous faites des évaluations préchirurgicales en épilepsie. Donc, par rapport aux discussions en lien avec la chirurgie, souvent, la première fois qu'on va aborder le sujet, ce n'était pas prévu, les gens n'étaient pas préparés, ça peut être choquant, ça peut être stressant, on peut ne pas s'attendre à ça peut donc les rendre non disponibles pour la discussion. Ce qu'on suggère, c'est que des fois, on peut leur dire, quand on se revoit la prochaine fois, on va discuter d'une possibilité d'évaluation pour une chirurgie de l'épilepsie. On peut même leur laisser certains documents qu'ils peuvent lire à tête reposée. Fait que quand ils reviennent, ils savent qu'on va discuter de ça, puis ils ont déjà une petite base avec ce qu'ils ont lu. Puis ils sont souvent plus disposés et prêts à avoir ce genre de discussion-là. On va aborder le sujet avec délicatesse, mais sans détour, puis on va adapter la conversation à l'état émotionnel de la famille. Support émotionnel, il faut en fournir au sein de notre service, mais il faut aussi s'assurer d'avoir des ressources communautaires puis des ressources de première ligne là, au niveau de psychosocial pour soutenir nos familles, puis tenter de répondre au mieux là, aux préoccupations de l'enfant et de ses parents. La gestion du processus d'évaluation préchirurgicale, quand les parents manquent d'orientation, c'est la cause principale d'anxiété et de frustration dans le processus. Fait que d'avoir une personne qu'ils peuvent rejoindre pour poser leurs questions. Moi, je les appelle avant, je leur explique c'est quoi les étapes qu'il va y avoir cette semaine-là, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Je leur dis c'est quoi les tests qu'on va devoir faire également. Donc, essayer de rendre ça le plus prévisible possible. Puis, il y avait la suggestion de faire un guide étape par étape sur le processus. C'est quoi les investigations? Qu'est-ce qu'on va faire quand? Puis, si on est capable de mettre des échéanciers, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de travailler de notre côté pour nos familles. Les défis rencontrés par les équipes traitantes, par rapport, aux équipes traitantes, donc le manque de confiance ou la mauvaise communication, ça va diminuer l'implication des parents dans le processus décisionnel, puis ça va avoir un impact négatif sur leur expérience lors des rendez-vous. Le manque de sensibilité, c'est un obstacle majeur à l'obtention d'une intervention chirurgicale dans environ 50% des études. Fait que c'est important d'aligner nos interventions puis notre accompagnement à la réalité puis aux besoins de la famille. Ça va les rendre disponibles pour les discussions, les étapes, puis rendre le processus plutôt partagé là, au niveau décisionnel avec les familles, puis ça, c'est très important. Les interventions suggérées, on s'adapte à la famille dans la mesure du possible, on se positionne comme un allié, on tente de minimiser les barrières entravant le processus d'évaluation préchirurgicale, on cherche à connaître les enjeux qui sont propres à la famille, on reconnaît les parents comme les experts de la situation de vie de leur enfant, on va les impliquer, la famille et l'enfant, dans toutes les étapes du processus d'évaluation, puis on va accorder de l'importance aux objectifs de soins de la famille. Pourquoi on fait cette évaluation-là? C'est quoi notre objectif? Puis ça nous permet souvent de bien s'aligner puis de répondre aux besoins puis aux préoccupations. Puis on va valider les connaissances de la famille puis partir de là pour faire de l'enseignement puis leur donner davantage de connaissances. Maintenant, pour les défis rencontrés au niveau sociaux, il y a les enjeux d'assurance. Dans ma pratique, personnellement, c'est moins présent, mais c'était beaucoup dénoté aux États-Unis. C'est des processus qui sont longs, difficiles, très exigeants pour les familles, puis ils se sentent souvent seuls pour affronter la situation. Les enjeux d'ethnicité. En Amérique du Nord, les individus hispaniques et noirs sont moins susceptibles de subir une chirurgie que les Caucasiens. Au Canada, les Autochtones sont moins susceptibles de consulter un spécialiste de l'épilepsie que les non-autochtones. Puis les Afro-Américains vont avoir tendance à exprimer plus de crainte
versus la chirurgie, plus de méfiance par rapport aux équipes traitantes, puis il va y avoir plus de manque de soutien social. Fait que c'est important de garder en tête que la disparité raciale dans la prise de décision va entraîner des schémas d'orientation différents selon les groupes raciaux. Puis l'origine ethnique va avoir aussi une influence indirecte là, sur la décision de la chirurgie, par exemple, en ayant une influence au niveau du statut socio-économique, des croyances, des connaissances, puis des outils que la famille va avoir pour faire face à tous ces défis-là. L'altération en santé va avoir un impact aussi. Le manque de connaissances en santé, c'est un facteur de risque de mauvaise santé. Fait que ça va être important pour nous de jouer là-dessus. Les interventions infirmières suggérées, donc être curieux, s'intéresser à la culture, chercher à comprendre le motif de leurs craintes, faire des liens avec les associations qui vont venir en aide aux personnes immigrantes, utiliser les services d'un traducteur quand c'est nécessaire, favoriser l'équité sociale dans les soins. On va aussi chercher à fournir de l'information adaptée au niveau de compréhension de la famille. Donc, est-ce qu'ils savent bien lire, bien écrire, dans quelle langue? Puis à partir de ça, on va pouvoir utiliser plusieurs stratégies vidéo, des reconstructions 3D, des dessins, des feuillets, des discussions. Puis idéalement, le matériel qui va être remis devrait être traduit dans leur langue maternelle le plus possible. Pour les messages clés, donc la période d'évaluation préchirurgicale en épilepsie est marquée par beaucoup d'incertitudes pour les enfants et leurs familles. L'infirmière occupe un rôle central dans toutes les étapes du processus d'évaluation préchirurgicale en épilepsie. L'approche holistique de l'infirmière est un pilier dans la satisfaction des soins reçus par les enfants et leurs familles. Et chaque enfant, chaque parcours est différent. Soyez créatifs et rendez-le unique. Il n'y a pas un processus d'évaluation préchirurgicale qui va être pareil qu'un autre. Donc, il faut vraiment s'adapter aux objectifs et aux besoins qui vont être uniques là, pour chaque enfant puis chaque famille. Merci beaucoup. Je vais être disponible là, pour vos questions juste après. Voici mes références. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour vous parler de l'accompagnement IPA des patients adultes et de leurs proches autour de la chirurgie résective de l'épilepsie. Pour commencer, nous ferons un bref rappel sur le parcours préchirurgical et la cortectomie chez l'adulte avant d'aborder les missions cliniques de l'IPA en chirurgie de l'épilepsie. Puis, nous aborderons la plus-value de l'IPA dans le parcours pré- et post-chirurgical grâce à son évaluation médico-psychosociale et médico-socio-éducative, ainsi que grâce à l'utilisation de ces différents outils. Pour conclure, nous verrons quels sont les bénéfices de l'intégration des IPA dans le parcours pré- et post-chirurgical et nous illustrerons nos propos avec un exemple d'un parcours périopératoire pluridisciplinaire. Pour commencer, il faut savoir que l'épilepsie pharmacorésistante est associée à une augmentation du taux d'invalidité, de comorbidité et de mortalité, à l'origine d'une détresse psychologique et psychosociale, mais également d'une altération significative de la qualité de vie. Ces patients sont alors adressés en centre expert pour chercher des stratégies thérapeutiques plus efficaces, mais ils se retrouvent confrontés à des choix complexes dans un environnement très spécialisé. Dans ce contexte, il faut donc les accompagner vers une meilleure compréhension de la maladie, des crises et des traitements, mais également à la prise en compte de leur handicap, pour aboutir à une réflexion partagée et éthique sur les options thérapeutiques. La stratégie et le succès chirurgical reposent principalement sur des critères neurologiques, mais nous pensons qu'une prise en charge psychologique, psychosociale et psychoéducative pourrait contribuer à l'obtention de meilleurs résultats. Ainsi, l'IPA aurait toute sa place dans le parcours périopératoire des patients pour clarifier les enjeux, favoriser la prise de décision, assurer le lien entre les professionnels et un suivi centré sur les besoins biopsychosociaux des patients. Une enquête de la LFCE réalisée en 2024 a permis de montrer que 17 IPA au moins travaillaient en épilepsie en France. Pour 94% d'entre elles, elles exercent à l'hôpital et 50% exercent sur une population pédiatrique. Pour ma part, je réalise des ateliers d'éducation thérapeutique en groupe ou individuel, ainsi que des entretiens infirmiers pour le moment qui seront amenés dans quelques semaines à évoluer vers des consultations IPA dès que j'aurai acquis l'expérience demandée. Les patients me sont adressés par les professionnels du service directement
ou alors les patients viennent d'eux-mêmes. Les principaux motifs de consultation ou de TP avant la chirurgie, c'est plutôt une incertitude ou une anxiété, un besoin d'information ou de préparation. Et après la chirurgie, c'est plutôt une surveillance des récidives avec une réhabilitation psychosociale pour les personnes qui sont à risque de non-observance, de rechute ou qui ont des situations médico-sociales complexes. Les consultations comprennent un entretien clinique conversationnel, des axes de psychoéducation sur l'épilepsie et la chirurgie, des conclusions cliniques partagées, ainsi que des orientations médico-sociales et des prescriptions si besoin, et un partage d'outils aux patients pour qu'ils puissent se rappeler des informations données lors des ateliers ou pouvoir en rediscuter derrière avec son neurologue. Avant la chirurgie, l'IPA peut donc participer au suivi clinique, thérapeutique et psychosocial des patients. Elle peut veiller à la surveillance des crises, des comorbidités et des traitements, et ainsi signaler les patients urgents qu'il faut avancer, ou bien les patients libres de crise suite à une adaptation thérapeutique notamment, que l'on peut reporter. C'est aussi l'occasion de réaliser des orientations médico-sociales précoces pour améliorer la prise en charge des comorbidités et les stabiliser avant la chirurgie. Sur l'aspect psychosocial, l'IPA peut aider à mesurer l'impact de l'épilepsie, des traitements sur la vie socio-familiale, professionnelle et l'autonomie des patients. En pratique, on utilise différents outils pour la surveillance des crises, traitements, comorbidités et de la qualité de vie. Donc, il y a le journal de crise qui, je pense, est bien répandu et qui existe sous différents formats pour s'adapter aux préférences des patients. On a également des autoquestionnaires sur l'observance comme Maurice Kiv ou sur la tolérance des traitements qui existent. Mais dans le service, on a préféré créer une échelle qui répertorie l'ensemble des traitements antiépileptiques du patient pour établir un historique de ces traitements passés, aussi noter quels étaient les motifs d'arrêt de ces traitements, quel est le traitement actuel, la tolérance et l'observance du traitement actuel, ce qui permet d'aboutir à une adaptation thérapeutique favorisée, plus facilitée, grâce à cette checklist, justement. On utilise beaucoup des questionnaires de dépistage des comorbidités neuropsychiatriques, notamment ceux qui sont validés en épileptologie et en français comme EpiTrack, la GAT-7 ou la NDDIE, qui abordent les troubles neurocognitifs ou anxiodépressifs. Mais on peut aussi utiliser d'autres échelles non spécifiques à l'épilepsie, mais complémentaires pour mieux caractériser les comorbidités du patient. Sur la qualité de vie, on a différentes échelles qui existent, comme la CODI qui existe sous différentes longueurs avec 10, 31 ou 89 items par exemple. En complément du suivi clinique et thérapeutique, l'IPA peut donc s'assurer de la bonne compréhension du patient, de sa pathologie, de ses traitements, de son parcours de santé. Et elle peut assurer en même temps que ces entretiens de la psychoéducation centrée soit sur l'épilepsie, soit sur la chirurgie, et orienter des patients vers des ateliers d'éducation thérapeutique sur l'épilepsie et la vie quotidienne ou le parcours pré-chirurgical. Les informations sur la chirurgie comprennent principalement une vulgarisation du savoir médical avec une reformulation des conclusions du bilan préchirurgical, de la réunion pluridisciplinaire et de la consultation d'annonce. On essaye de rendre les informations de localisation de l'épilepsie, de bénéfices-risques des différentes stratégies chirurgicales plus accessibles pour les patients, en essayant de simplifier sans s'écarter, ce qui est justement toute la complexité de la vérité scientifique, on va dire. Il est aussi important de donner des informations pratiques aux patients, notamment sur le déroulé des examens préopératoires, de l'hospitalisation, du retour à domicile ou du suivi post-opératoire, et pour certains, de leur permettre d'avoir accès à des témoignages de patients, soit en ligne, soit lors de nos ateliers ETP. On aime aussi mettre en relation les patients entre eux, donc les orienter vers des associations de patients et vers des organismes qui peuvent aussi prendre en charge l'entourage.
Il est important, lors de ces entretiens de pré-chirurgie, de convier la famille à ces temps d'information et d'échange, parce qu'ils sont essentiels déjà au suivi du patient. Ils nous permettent à nous, professionnels, de mieux comprendre le quotidien et les difficultés du patient, mais ils permettent aux patients d'avoir un vrai soutien dans leur parcours de soins, dans leur parcours de santé, dans leur parcours de vie. Et il faut également les préparer à ce que va être la chirurgie, la convalescence et l'après-chirurgie. Donc ces échanges sont essentiels avec les patients et familles. Ils permettent notamment d'aborder les freins, les motivations, les craintes ou les attentes liées à la chirurgie et de contribuer à aider à la prise de décision. Par exemple, certains patients sont réticents par rapport à la chirurgie en lien avec des contraintes professionnelles, un métier où il est difficile de s'absenter, ou en lien avec des contraintes plutôt familiales, une garde d'enfants en bas âge, ou un manque de soutien dans sa famille, dans ses choix, notamment thérapeutiques. Ça peut être aussi en lien avec des idées reçues qui sont assez nombreuses dans la neurochirurgie, qui peuvent être accompagnées de fortes inquiétudes du patient et de sa famille, centré sur la chirurgie en elle-même ou bien sur les à côté comme l'anesthésie, comme la convalescence. À l'inverse, on a des patients qui sont très motivés vis-à-vis de la chirurgie et qui considèrent cette étape dans leur parcours de soins comme inévitable au vu de l'altération de leur qualité de vie et de l'impact des crises sur leur quotidien, mais aussi sur leur entourage. Je voulais aussi en profiter pour dire que sur les attentes des patients à la chirurgie, certains peuvent avoir des attentes assez élevées et il est important de les accompagner à avoir des attentes plus réalistes qui ont plus de chances d'être satisfaites, comme notamment la réduction des effets secondaires liés au traitement plutôt qu'un espérer un arrêt complet des traitements. On propose également des ateliers d'éducation thérapeutique que nous préférons appeler échanges thérapeutiques partagés dans notre service. Ce programme, du coup, intitulé Mieux vivre au quotidien avec l'épilepsie, est coordonné par le docteur Nathalie Villeneuve pour la neuropédiatrie et Lisa Vaugier pour l'épileptologie adulte. Dans celui-ci, on propose des ateliers centrés sur l'ASEG ou la cortectomie, en groupe ou en individuel. Pour les groupes, ces ateliers sont animés par une épileptologue du service, une infirmière clinicienne et une IPA, et convient à chaque fois un patient témoin différent en fonction des disponibilités de nos patients témoins qui sont volontaires pour témoigner. Ces ateliers sont découpés en 3 séances d'1 heure qui se concentrent sur l'avant, pendant et l'après-chirurgie. Et à la fin, on donne un petit flyer récapitulatif ainsi qu'un questionnaire de satisfaction pour pouvoir améliorer nos ateliers de manière continue. En parallèle, on peut aussi proposer pour certains patients des entretiens individuels qui là sont réalisés par l'IPA, qui s'adresse plutôt aux patients avec des comorbidités neuropsychiatriques importantes ou alors qui sont assez isolés. Ils peuvent prendre la forme d'un entretien en présentiel, d'une visioconférence ou bien d'un accompagnement à la consultation de neurochirurgie pour certains avec un temps de débriefing à la fin. Après la chirurgie, l'IPA peut participer au suivi post-opératoire en complément des neurologues et évaluer le succès de la chirurgie sur la fréquence des crises grâce aux classifications de la Ligue ou d'Engel. Elle peut surveiller aussi l'évolution des comorbidités psychiatriques, effectuer des adressages précoces en cas de besoin et ainsi essayer de prévenir les facteurs de risque de rechute. Sur le plan thérapeutique, elle veille également à la bonne observance et tolérance des traitements qui sont souvent moins bien tolérés après la chirurgie et nécessitent quelques ajustements. Ils sont aussi généralement moins bien observés avec parfois quelques oublis, sachant qu'il pour les chanceux, il n'y a plus de crise. Donc c'est aussi important de travailler là-dessus et d'accompagner les patients dans une prise bien régulière de ces médicaments. Sur l'aspect psychosocial, c'est du coup également l'occasion d'accompagner les patients dans leur reprise d'autonomie
et de leur réapprendre à vivre sans les crises et d'évaluer les résultats de la chirurgie et de cette absence de crise sur leur quotidien, sur leur vie familiale, leur vie professionnelle, leurs loisirs, leurs projets de vie, mais également leur estime d'eux-mêmes et leur motivation. En parallèle du suivi clinique, c'est aussi l'occasion lors de ces entretiens IPA en post-opératoire d'évaluer le vécu et la satisfaction de la chirurgie. C'est notamment important de voir ce que les patients eux-mêmes considèrent comme un succès. Et on a une étude qu'on a découverte récemment qui a construit une échelle de satisfaction de la chirurgie, le SSQ19, qui est référencé en annexe, qu'on a hâte d'essayer, qui nous semble très pertinente pour le suivi des patients justement après la chirurgie. C'est aussi l'occasion lors de ce suivi d'effectuer un accompagnement à la réhabilitation psychosociale des patients, donc d'effectuer des orientations médico-sociales plus larges, de donner des conseils spécialisés parce que ils n'auront pas le même soutien auprès de leur médecin généraliste ou auprès de leur neurologue de ville qui ne connaissent pas forcément leur parcours. Et c'est aussi le moment où on peut accompagner les patients à demander des certificats spécifiques à leur médecin pour pouvoir expliquer un petit peu leur situation et pouvoir reprendre la conduite, reprendre leur vie professionnelle telle qu'elle était avant. On en profite également pour vous partager du coup différents outils qui nous sont utiles en pratique courante, soit pour renseigner les patients sur l'épilepsie, notamment sur le concept de pharmacorésistance, qui est très bien abordé dans la bande dessinée de Floriane Linga et dans les flyers d'Épilepsie France, qui détaille notamment les différentes options thérapeutiques de cette pharmacorésistance. On a également des vidéos YouTube comme le clip d'Épilepsie France La vie d'abord, qui aborde la déstigmatisation de l'épilepsie, ou celle d'Épipère, qui illustre grâce à une chorégraphie très très bien réalisée, les crises d'épilepsie partielles chez les patients. Et pour finir, de manière plus récente, on a pu travailler avec l'association Brainway pour créer des contenus, notamment des témoignages de patients en ligne sur la chirurgie, donc qui prennent la forme de podcast, mais il y a également des vidéos YouTube sur des témoignages de professionnels impliqués dans la chirurgie de l'épilepsie qui sont accessibles. En plus des outils que je viens de citer précédemment, on en utilise également d'autres sur le plan de la santé mentale pour aider les patients à mieux comprendre ce concept grâce à la métaphore du cosmos mental notamment, qui est une vidéo pédagogique qui est très bien réalisée de Psycom et qui nous est très utile. On a également sur le site internet de Psycom différents outils d'information et de ressources en médico-social qui sont accessibles. Et en parallèle, il y a la chaîne YouTube La Psychiatrie du Soleil qui est à l'initiative du professeur Lançon du service de psychiatrie de la PHM qui permet de sensibiliser les patients sur la santé mentale, ses thérapies, mais également différents concepts qui sont un peu plus transversaux comme la prise en charge des aidants par exemple. Pour les professionnels, il y a aussi d'autres outils qui peuvent être utiles, notamment la lecture de certains articles qui abordent les attentes ou les craintes des patients avant la chirurgie, qui abordent les besoins d'information et de soutien de ces patients, ainsi que les pronostics, les facteurs pronostiques pour ces derniers. Notamment, on a l'étude de Ozan et ses collègues qui a interrogé 80 patients en préopératoire et qui nous a permis de comprendre que les patients avant la chirurgie étaient plutôt anxieux vis-à-vis de l'inconnu, de l'anesthésie, de la chirurgie, mais aussi du risque d'annulation, du risque de complications, de l'impact de la convalescence et du risque d'échec. En parallèle, les patients étaient du coup en attente, ils espéraient une réduction voire un arrêt des crises et des traitements. Ils espéraient une amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie grâce à cette chirurgie.
On a également l'étude américaine de Choi et ses collègues qui a interrogé une vingtaine de patients et qui nous permet de comprendre que les patients manquent d'informations sur la chirurgie, d'informations plutôt expérientielles, donc de retour de témoignages de patients, mais aussi factuelles, soit des statistiques plus individualisées sur leur pronostic. Et il y a également l'étude de Catenoy et ses collègues de 2018, qui est une étude française qui avait pour objectif de mieux comprendre les besoins réels des patients avant la chirurgie pour créer un programme d'éducation thérapeutique adapté. Ils ont interrogé donc des patients, des familles et des professionnels. Et ils ont pu retrouver que ces derniers étaient en demande de soutien pratique concernant le retour à domicile, de soutien psychologique en périopératoire, mais aussi de se rencontrer lors de séances de TP, de rencontrer un patient déjà opéré et d'inclure l'entourage à ces séances. Par ailleurs, dans la littérature, on peut voir que la chirurgie du lobe temporal est associée à de très bons résultats et que les facteurs prédictifs sont principalement neurologiques, comme l'absence de crise convulsive, qui est prédictive d'un meilleur résultat. En parallèle, on a aussi certains auteurs qui ont mis en avant que la présence d'antécédents ou de comorbidités psychiatriques pourrait influencer le succès chirurgical et nécessiter donc une meilleure prise en charge de ces troubles en périopératoire. Pour conclure, l'IPA avant la chirurgie peut aider à la prise de décision éclairée, à la réduction de l'anxiété et des résistances des patients, mais aussi à la préparation de la chirurgie et de la convalescence. Elle peut ainsi améliorer la qualité des soins et la qualité de prise en charge des patients. Ça permet notamment pour certains de nos patients, le TP a pu les accompagner à revoir leur refus de chirurgie, puisqu'ils étaient soit trop anxieux avant la chirurgie, avec aucun moyen de réassurance qui au final a pu être pris en charge en ETP par le groupe et par le retour d'expérience d'un témoin. Et on a eu une autre patiente pour qui l'ETP a permis vraiment pour elle de mieux comprendre l'impact de son épilepsie sur sa vie, de comparer la gravité de ses crises avec celle d'autres patients lors de cet atelier et de se rendre compte que le choix de ne pas se faire opérer était finalement plus risqué. Concernant le suivi post-opératoire, l'IPA aurait également toute sa place aux côtés des neurologues en alternance pour évaluer le succès global de la chirurgie, le vécu et la satisfaction des patients, mais aussi pour accompagner les patients dans leur reprise d'autonomie et surveiller et prévenir les récidives. Pour finir, on peut prendre l'exemple d'une patiente qui est aujourd'hui à 2 ans de sa chirurgie, qui a été opérée d'emblée suite à sa vidéo EEG d'une lobectomie temporale antérieure gauche. Cette patiente était très anxieuse vis-à-vis de la chirurgie, ne comprenait pas bien sa maladie, avait un syndrome anxio-dépressif assez important, des troubles du langage qui la gênaient dans sa vie de tous les jours, et elle était également en invalidité. La prise en charge pluridisciplinaire, du coup, à la fois de professionnels médicaux tels que les neurologues, neurochirurgiens et psychiatres, ainsi que des professionnels paramédicaux comme les orthophonistes, les neuropsychologues, psychologues et les IPA, a donc permis à cette patiente de pouvoir se faire opérer et d'être prise en charge sur tous les aspects qui comptaient pour elle et qui altéraient sa qualité de vie. Aujourd'hui, elle voudrait venir témoigner lors de nos ateliers justement de cette prise en charge qui lui a permis d'aller jusqu'à la chirurgie et qui lui permettrait aujourd'hui de pouvoir conseiller à d'autres patients de aller voir un professionnel du milieu de la santé mentale, de prendre le temps de réaliser des séances d'orthophonie
mais également de prendre le temps de se repositionner sur ses connaissances de sa maladie, sur l'acceptation de sa maladie, pour pouvoir réellement prendre les meilleures décisions pour eux et pour leurs proches, et être alignés avec tout ceci. Je vous remercie pour votre attention et je voulais également en profiter pour remercier l'ensemble de l'équipe sans qui rien de tout ça serait possible. Merci Mélissa et Amy pour ces superbes présentations pleines d'intérêt. Alors maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Alors je vais peut-être commencer, moi, ça va être assez rapide puisqu'on n'a plus que 10 minutes. Je vais commencer par Amy. J'aurais une petite question à te poser. Voilà, j'aurais aimé savoir si tu avais eu des témoignages de famille qui avait mis un petit peu en avant ton impact dans ce processus et qui avait pu voilà, relever que l'infirmière a été une personne importante pour aider dans ce processus. Oui, on a quelques familles qui avaient commencé le processus avant que je sois intégrée dans l'équipe de neurologie, puis pour plusieurs raisons, le processus avait été interrompu, puis on a recommencé, qui ont beaucoup apprécié le fait que ce soit plus prévisible, qu'il y ait quelqu'un qui soit plus facilement accessible là, pour répondre à leurs questions. Mais j'ai surtout eu, lors d'un événement, le témoignage d'une personne d'un autre centre qui n'était pas aligné avec nous, mais qui avait dénoté son parcours là, en épilepsie et en chirurgie d'épilepsie. Puis la personne la plus significative pour cette personne-là dans le processus, c'était l'infirmière qui l'avait suivie. Et ça m'a beaucoup inspirée, puis je trouve que c'est très important de, de, de reconnaître ça pour ensuite pouvoir peut-être motiver les infirmières à s'impliquer puis à être inspirées par ces patients-là qui ont besoin d'une équipe multi autour d'eux. Oui, on fait souvent un peu l'office de pivot. Les patients s'adressent à nous et on passe les messages. Et, enfin, voilà, moi, c'est la sensation que j'ai. Alors, après, peut-être Mélissa. euh, alors, moi, j'ai une question un petit peu pratico-pratique, on va dire, parce qu'on voit que vous avez un parcours très, très développé. Alors, c'est un petit peu à Marseille, mais euh, en pratique, combien vous êtes pour faire tout ce travail au niveau infirmier, IPA, infirmière clinicienne, voilà, parce qu'on voit qu'il y a un vrai parcours de TP, voilà. Merci. En fait, on a des infirmières cliniciennes qui étaient là avant les IPA, Mm. qui ont participé du coup à monter le programme d'éducation thérapeutique avec un neurologue notamment qui est impliqué sur la partie adulte. Et au fur et à mesure, donc il y a moi qui a été recrutée pour rejoindre l'équipe en plus, donc il y a deux infirmières cliniciennes, une IPA. Il y en a une seconde qui va arriver, qui sera plus sur la partie neurostimulation. Et l'idée, c'était vraiment de cibler dans notre service les patients qui n'avaient pas suffisamment de connaissances et qui ne pouvaient pas les trouver ailleurs que dans notre service, et vraiment de cibler notre TP en priorité là-dessus et d'élargir aussi nos interventions, parce qu'il y a beaucoup de choses à côté de l'ETP, et mis en parler, d'accompagner les patients qui visiter le blog, on va aussi accompagner à la consulte de neurochirurgie dans certains cas. Et je pense que personnaliser les soins, c'est vraiment tout ce dont les patients ont besoin des fois pour pouvoir prendre ces décisions difficiles. Ouais, alors justement, alors tu parlais d'un questionnaire de satisfaction qui était distribué. Qu'est-ce qui ressort voilà, de ce questionnaire de satisfaction concernant vos ateliers de TP? Est-ce que ça les aide à prendre la décision, à avancer dans leur réflexion? Alors, globalement, ils sont plutôt satisfaits sur le questionnaire de satisfaction. On a abordé récemment la réduction de l'anxiété préopératoire. On a pu voir que pour la plupart, en effet, ça permettait de limiter un petit peu les craintes. Et ce qu'on a été agréablement surpris, c'est dans les commentaires de voir que les patients, en fait, ils ont vraiment mis en avant le soutien perçu par les pairs. Donc, c'était très Oui. important pour eux d'avoir le témoignage d'un patient, mais on ne pensait pas que c'était important pour eux aussi d'être en groupe avec d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Et au final, ça, c'était vraiment quelque chose de très prenant. Et ils ont aussi dit qu'ils aimaient bien justement avoir un duo médecin-infirmier pour pas avoir un discours trop compliqué et des outils des fois un peu plus rigolos ou des métaphores qui pouvaient retenir.
Tiens, alors d'ailleurs, il y a une question dans le chat à propos de ça. C'est une personne qui demande si vous avez des outils ludiques. Alors, c'était à propos de ton intervention, Amy, des outils ludiques pour parler de l'épilepsie, de la neurochirurgie pour les enfants. Pour parler de l'épilepsie, il y a un livre d'histoire pour les jeunes enfants qui s'appelle Une tempête dans ma tête de Oui, mémoire. oui, j'ai déjà. Oui. Qu'on utilise. Sinon, il y a des associations près d'ici comme Épilepsie Estrie, Épilepsie Montérégie, Épilepsie Section de Québec. C'est ceux avec qui moi j'interagis le plus. Il y en a plusieurs autres là, au Québec qui ont des vidéos, qui ont des guides, qui ont des séries web pour les ados. Fait qu'on utilise beaucoup ce qui est fait dans le communautaire. Puis sinon, comme je disais, je vais avoir mon petit cerveau pour leur montrer où est-ce que c'est. Tu sais, on essaie de trouver des choses, puis il y a des choses qui vont s'en venir. Là, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis arrivée, donc on travaille beaucoup là, sur du matériel adapté aux enfants, mais pour l'instant, on utilise ce qui est fait beaucoup dans le communautaire, puis il y a des petites vidéos également disponibles là, sur les associations ou sur YouTube qui sont très bien faits aussi pour expliquer aux enfants à ce moment-là. Oui. Alors pour les personnes qui veulent des documents, ils pourront m'envoyer un mail par l'intermédiaire de la section infirmière et puis je vous mettrai en relation avec Mélissa ou Amy suivant vos demandes. Parce qu'il y avait aussi une demande par rapport au guide de suivi patient. Alors vous en avez parlé un petit peu toutes les deux en fait sur le fait de construire un document pour apprendre enfin, pour informer les patients sur ce qui va leur arriver en fait. Moi, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une idée super intéressante parce que bon, voilà, on le fait pas chez nous et c'est vrai qu'elle d'avoir un guide comme ça et avoir peut-être des délais de temps parce que c'est souvent cette question qu'il se pose. Voilà, qu'il y a des gens qui aimeraient savoir si c'était possible de partager le document, où vous en êtes, en quoi ça consiste, voilà. Alors, je sais pas, une des deux. Je- Ben, vas-y. Vas-y. Donc moi, je rebondis sur ce qu'a dit Émy. C'est vrai que ça me rassure parce que nous aussi, il est en construction, il n'est pas fini parce qu'on n'arrête pas de trouver des nouvelles choses à ajouter dedans, qu'on veut le faire valider à la fois par les médecins, mais on veut Oui. aussi le faire valider par des patients qui ont déjà été opérés et des familles qui nous ont proposé de relire ces documents. Donc l'idée, ça serait vraiment d'avoir une checklist de quels sont les examens à faire, quelles sont les grosses étapes, qu'ils puissent remplir eux-mêmes les dates, parce que bon, ça, on ne pourra pas l'anticiper, mais surtout d'avoir un endroit où en fait, ils pourraient peut-être avoir un exemple de plein de questions de patients qui se sont posés plein d'interrogations avant la chirurgie, pour ensuite réussir à eux-mêmes formuler leurs questions, leurs attentes, leurs besoins pour prendre leurs décisions. Ouais, d'accord. Et vous, Amy, vous avez quelque chose chez les enfants ou On est aussi en construction de ça. C'est c'est très, c'est récent tout ça. Fait que j'essaie de mettre un peu d'énergie là-dedans à travers le reste. Mais quand ce sera bien avancé, ça me fera vraiment plaisir de le partager. C'est juste que pour l'instant, c'est vraiment, on est vraiment en construction. Ouais, moi, c'est une idée intéressante en tout cas. Moi, je prends. Et puis, alors, moi, j'avais une autre question parce que je sais que ça m'est parfois arrivé. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit quand même beaucoup plus accessible que les médecins, ça permet parfois d'avancer un petit peu plus vite dans la prise en charge et d'amener les patients à rentrer un petit peu plus vite dans le parcours chirurgical que ce qui était prévu à la base? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que Amy ou Mélissa? Vas-y, Mélissa, si tu veux. Et oui, je pense on peut aller entre guillemets plus vite. Là, j'ai eu l'exemple récemment d'un patient qui a débuté son épilepsie il y a moins d'un an. On en est au troisième traitement qu'on essaye. Donc, ça y est, on a un diagnostic de pharmacorésistance et en fait, il a énormément de crises convulsives, il a une mise en danger au travail. Du coup, je suis retournée voir le médecin en lui disant, écoutez, je pense que on peut peut-être aborder le sujet du bilan préchirurgical. Donc, le médecin est tout à fait d'accord avec ça, donc on va préparer le patient. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'on peut déjà les préparer en disant l'épilepsie a déjà une conséquence sur votre vie, on a des médicaments qui parfois ne sont pas suffisamment efficaces, on a d'autres options à vous proposer. Avant d'aller plus loin, on pourrait juste faire un bilan plus complet, mettre des mots Mm. qui font aussi moins peur au début et d'y aller plus progressivement. Je pense que ça peut aider certains patients.
Ouais, et te préparer plus en amont, en fait, voilà, et d'y aller plus progressivement. Moi, je trouve que c'est là l'intérêt d'avoir des infirmières qui alternent avec la prise en charge médicale. Ah, je ne sais pas si c'est pareil en pédiatrie, Amy. Oui, je travaille beaucoup en collaboration avec tous les neurologues, mais aussi, je pense que ce que ça permet de faire, c'est ben, de mon côté, c'est que quand ils sont admis, on a déjà prévu en amont déjà les tests qui devaient être faits. Il y a comme beaucoup de travail d'organisation qui est fait autour de ça. Fait que ça, je pense que ça facilite effectivement la trajectoire. Puis je pense qu'effectivement, le duo infirmière praticienne ou infirmière pratique avancée, là, je pense que c'est similaire là, comme rôle. Oui. Et neurologue épileptologue, je pense que c'est vraiment un combo très intéressant et très gagnant pour la clientèle en évaluation préchirurgicale d'épilepsie. Ok, alors il y avait juste une dernière question très très rapide parce qu'on arrive au bout des 60 minutes. C'était la question des patients avec des déficiences intellectuelles. Voilà, où forcément il y a la famille qui rentre en jeu. Comment voilà, comment vous les amenez dans ce processus de chirurgie? Parce que parfois ça peut être un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais il y a la méthode Falk, on a fait un flyer très très simple qui dit j'ai des crises, je vais pas bien, il y a plus de bénéfices que de risques à m'opérer et je peux prendre ma décision, reporter à tout moment. Grosso modo, on a ciblé sur ça, sur les patients. Et sinon, on fait surtout les séances de TP, soit en individuel, soit en groupe, avec la famille, Oui, qui derrière, elle peut reprendre avec le patient. Nous, on fait plutôt dans ce... oui, oui, plutôt de l'individuel, oui, forcément. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, pour les personnes qui avaient encore des questions, ils peuvent nous joindre. Le webinaire était enregistré et il sera diffusé sur YouTube, donc vous pouvez le revoir, le faire partager à vos collègues. Voilà. Et puis, juste pour rappel, le congrès international de la Ligue contre l'épilepsie aura lieu à Lisbonne au mois de septembre. Il y a des interventions infirmières qui sont prévues. Vous pouvez candidater pour présenter des choses au congrès international. Donc, n'hésitez pas, on est en recherche d'intervenants. Il y a plein de sujets possibles. Bref, lancez-vous. Voilà, merci à tous pour votre écoute et à bientôt, peut-être à l'année prochaine pour le prochain webinaire francophone.